Bismillah. Il était une fois un petit garçon et son père qui vivaient dans une très grande cité. La cité était si étendue que longtemps, bien longtemps auparavant, elle avait été divisée en quartiers qui avaient pris leur indépendance. Chaque quartier avait voté pour sa forme de gouvernement. Ainsi, certains étaient-ils devenus des républiques, d'autres des principautés, d'autres des empires. Parfois les monarques étaient cruels, parfois ils étaient bons. Parfois, comme les humains, ils étaient entre les deux et hésitaient entre le bien et le mal, entre deux lois, entre deux destins. Le quartier où vivait le petit garçon était prospère. Pour le protéger des ouragans fréquents dans la région, il était recouvert d'un champ de force et un climat artificiel régnait à l'intérieur. Les pans et les routes de béton noir et argent s'entrelaçaient dans les airs tels des rubans, et les gratte-ciels s'élevaient vers le firmament tels des lames étincelantes. Et parmi eux, nul n'était plus haut, plus brillant, plus élégant que la tour aiguille, avec sa façade bleue et dorée, comme une tapisserie précieuse. L'aiguille, comme l'appelaient simplement les habitants, protégeait le centre de contrôle du quartier, l'endroit d'où, en manipulant quelques manettes, en tapant quelques codes, on pouvait faire souffler le vent ou tomber la pluie, obscurcir ou supprimer le champ de force. Au pied de l'aiguille et des autres gratte-ciel, dans les rues aux nombreuses boutiques, se hâtaient les foules pressées, les familles souriantes, les parents serrant des paquets dans leurs bras, les enfants courant vers l'école. Oui, c'était un quartier agréable, mais il avait un défaut. Il était plongé dans une éternelle nuit. Le jour de son élection, 15 ans auparavant, le maire roi était un jeune savant plein de promesses, aux yeux constellés d'éclats de soleil. Il avait mené ses deux carrières, celle de scientifique et celle de maire, avec talent et énergie. Grâce à lui, le quartier marchait aux Caninas. Les Caninas étaient le nom que les habitants, puis les journalistes, puis tout le monde avait donné aux nanorobots, qui avaient pris tant d'importance dans la vie quotidienne du quartier. Ces minuscules machines devenaient ce qu'on leur demandait, des éboueurs, des chirurgiens, des agriculteurs ou des ouvriers. Par exemple, il suffisait de commander un plat et les caninas des cuisines allaient chercher les matières premières, préparaient les aliments et les faisaient cuire. Les caninas entraient dans les veines des malades pour les déboucher, les réparer. Les caninas réagissaient aux changements climatiques et géraient la puissance du champ de force. Les caninas permettaient aux habitants d'avoir une vie plus facile, et beaucoup de leurs applications avaient été découvertes grâce au génie scientifique du maire roi et à sa passion pour les habitants de son quartier. Puis un jour fatal, 3 ans auparavant, Maria, la femme du maire roi, avait été tuée dans un terrible accident. Alors les éclats de soleil s'étaient éteints dans les yeux du scientifique. Il était monté dans le centre de contrôle, tout en haut de l'aiguille, et il avait placé l'interrupteur sur nuit. Toutes les exhortations, les supplications, les démonstrations de ses administrés n'avaient rien pu y faire. Le maire roi s'était claquemuré chez lui et avait refusé de changer quoi que ce soit. Et comme on ne pouvait accéder au centre de contrôle que par l'aiguille, et à l'aiguille que par l'ascenseur qui donnait dans l'appartement du maire, dissimulé dans les sous-sols du quartier, ce n'était pas une catastrophe. Le quartier du petit garçon avait continué à tourner, l'économie à marcher, les enfants à se lever, à aller à l'école, à faire leurs devoirs et à se coucher. Simplement, le soleil artificiel ne se levait plus, car le maire roi en avait décidé ainsi, et le maire roi, malgré toute son intelligence, pouvait parfois se montrer extrêmement borné. Le petit garçon le connaissait bien, c'était son père. Un soir, après une journée sombre et glacée passée dans l'immense appartement souterrain, le petit garçon décidait de sortir, seul, dans les rues du niveau zéro, pour se réchauffer l'âme à la lumière de son restaurant préféré. À 11 ans, il n'avait pas le droit de se promener seul, mais qui allait l'en empêcher? Depuis la mort de sa mère, 15 aides maternelles s'étaient succédé. Son père les avait toutes renvoyées. Le maire roi passait maintenant 24 heures sur 24 dans son laboratoire. Il laissait son fils seul à regarder les hologrammes danser dans le gigantesque salon gris. Donc, ce soir-là, le petit garçon prit l'ascenseur secondaire. Pas celui qui menait en haut de l'aiguille, celui qui menait de l'appartement souterrain de son père aux rues du quartier. Il marchait sur les trottoirs, humant l'air frais de la soirée. Seule l'heure indiquait que c'était le soir. Bien sûr,
puisque le ciel restait à toute heure d'un bleu profond et sombre, piqué d'étoiles rieuses. Les rues, elles aussi, étaient illuminées par des étoiles plus urbaines, celles des néons, des lumières des boutiques, des caninas fluorescents qui volaient dans l'air, suivant les passants pour éclairer leurs pas. Le petit garçon marchait jusqu'à une place où un panneau affichait les informations du jour. Mardi 5 avril 2085. Température intérieure 19 degrés Celsius. Trafic fluide, ascenseur libre. Ignorant les fast-foods verts et rouges où des groupes de touristes bruyants chantaient des refrains à la mode avec les hologrammes de service, le petit garçon entra dans un minuscule restaurant enfumé. La salle chaleureuse était presque vide. S'installant en bar, le petit garçon attendit que Sam, le gérant cuisinier-serveur videur de l'endroit, fasse son apparition. Salut Yashi, dit Sam au petit garçon, comme d'habitude. Un hot dog et un coca. Oui, dit Yashi d'un air sombre. Si c'est toi qui le fais cuire, sur l'halogène à l'ancienne, je ne veux pas qu'une canina touche ma nourriture, de près ou de loin. C'est compris? Compris, soupira Sam. Tu as de la chance que j'ai encore ce vieil halo. Tu sais, dans les autres restaurants, tu ne pourrais pas échapper aux caninas. Pourquoi tu crois que je viens ici? Dit Yashi, qui ne se sentait pas d'humeur à être aimable. Sam se retourna pour faire griller le hot dog, dissimulant un sourire. Si Yashi venait ici, ce n'était pas pour l'halo, mais pour la conversation. Sam le savait. Le petit garçon était très seul et son cœur très triste. Parler avec Sam lui faisait du bien. Pourquoi détestes-tu les caninas demanda Sam. La technologie peut être très utile, tu sais. Demande à tous les types à qui les caninas ont débouché une veine de cerveau. Moi, sans les caninas à la cuisine, je ne réussirais pas à tenir ce restaurant tout seul. Je hais la technologie, dit Yashi. On croit qu'elle est utile alors qu'elle ne fait que voler les gens. Voler les gens, répéta Sam étonné. L'enfant ne répondit pas. Il se contenta de regarder les bulles monter dans son coca, arriver à la surface et éclater comme des petits espoirs perdus. La technologie n'a pas d'âme, déclara-t-il enfin, et on sentait la douleur cogner contre sa gorge, contre ses lèvres, comme si quelque chose voulait sortir mais ne le pouvait pas. La technologie a l'âme qu'on lui donne, dit simplement Sam, avant de se remettre à nettoyer le bar en silence. Quand Yashi rentra chez lui, 1 heure plus tard, son père l'attendait dans le salon, un étrange feu brillant dans son regard. Une idée obsédait tant le maire roi qu'il ne s'étonna même pas de voir rentrer Yashi seul à cette heure. Le garçon s'arrêta sur le seuil de la pièce et regarda son père arpenter la moquette grise, soulignant chaque phrase d'un geste bref de main droite. Le projet est en cours, expliqua-t-il, comme si Yashi était arrivé au milieu d'une phrase. Je vais être très occupé, mais si je réussis, ton avenir est assuré. Il se tourna enfin vers Yashi. Les caninas, personne ne me croit, mais je vais leur montrer, tu comprends? Non, Yashi ne comprenait pas, et il n'en avait nulle envie. Il resta là, debout, le cœur plein de haine, à fixer son père. Celui-ci s'arrêta, étonné. L'expression de son fils était si intense qu'un instant, le maire roi émergea de son brouillard mental et regarda Yashi. Le regarda pour de vrai, sans avoir une autre idée en tête, sans que les chiffres de ses équations de laboratoire fassent barrière entre lui et la réalité. Cela ne dura que quelques secondes, le feu de la haine dans les yeux de Yashi, l'inquiétude dans ceux de son père, puis les pupilles du maire roi se brouillèrent de nouveau. Tu es trop jeune, c'est normal que tu ne t'intéresses pas à tout ça. Plus tard, tu verras, plus tard. Il quitta le salon pour replonger dans les profondeurs de son laboratoire. Cette nuit-là, Yashi vit pour la première fois le fantôme. Le garçon dormait dans son lit, nacré en forme de coquillage, conçu des années auparavant par son père, quand celui-ci prêtait encore attention à sa famille. Soudain, dans son sommeil, il enregistra un bruit au fond de la chambre. Yashi ouvrit les yeux et vit sa mère. Oui, c'était bien elle, sa mère, debout, ses cheveux longs et roux coulant sur ses épaules comme un liquide ambré. Elle était vêtue de la longue blouse blanche qu'elle portait quand elle venait donner à son fils le baiser du soir avant de retourner en bas et aider son père au labo. Immobile, elle regardait Yashi avec une infinie tendresse, un amour que le garçon n'avait pas connu depuis bien, bien longtemps. Yashi resta un long moment figé sous son drap. Rêvait-il? Non, ses yeux étaient bien ouverts.
et il entendait le ronronnement habituel de l'appartement. Maman, souffla-t-il enfin, la voix rauque d'émotion. Repoussant le drap, il se leva et s'approcha. Le fantôme ne lui faisait pas peur. Il y avait trop d'amour dans son regard, mais il ne voulait pas que l'image de sa mère disparaisse. Aussi, avança-t-il avec prudence, attendant de longues secondes entre deux pas. Soudain, la silhouette féminine se détourna en faisant voler ses cheveux roux. Elle se dirigea vers la porte, désigna de sa main le sol et fixa Yashi de ses yeux gris, comme si elle voulait lui montrer quelque chose. Yashi se hâta de la rejoindre. Le fantôme montra de nouveau le sol, puis s'évanouit en un nuage argenté qui laissa sur la joue de l'enfant comme la fraîcheur d'un baiser. Le petit garçon resta immobile de longues minutes avant de s'agenouiller à l'endroit précis désigné par le fantôme. Tout autre que Yashi n'aurait vu là qu'un carré de moquette, moitié gris, moitié orange, comme tous ceux qui recouvraient le sol de la chambre. L'enfant, lui, savait les 11 années que comptait sa courte vie et les avait passées ici dans cet appartement dont il connaissait chaque recoin, chaque secret. Oui, il savait que sous sa chambre, au niveau inférieur, se trouvait la zone sud du laboratoire de son père, et à l'endroit exact désigné par le fantôme, l'appareil qui, en explosant, avait tué sa mère, une idée horrible lui perça l'âme comme une riz. Qu'est-ce que tu ferais, toi, si ton père avait assassiné ta mère demanda Yashi à Sam le lendemain soir. Sam arrêta de faire reluire la machine à café et se retourna pour étudier le garçon accoudé au bar. Le visage de Yashi était sombre et fermé. Sam ne l'avait jamais vu gai, mais ce jour-là, une aura de désespoir émanait de l'enfant. Que voulez-vous répondre à une question pareille, pensa Sam. Je n'apprécierai guère, déclara-t-il, enfin posant le ketchup sur la table, et ensuite, après ça. Eh bien, je suppose que je dénoncerai mon père à la police, dit Sam, mais d'abord, il faudrait que je sois sûr de mon fait. Une certitude absolue, sans nombre d'un doute. Enfin, mon pauvre Yashi, sache que dans mon cas, le problème ne se pose pas. Ma mère, Dieu subhanahu et son âme, faisait 30 bons kilos de plus que papa. C'est plutôt elle qui l'aurait oxy. Yashi rentra chez lui environné d'ombre et de doute. Il n'avait pas de certitude, mais toujours en tête cette pensée affreuse et glacée. C'est stupide, se dit-il en marchant dans la rue, son cœur gelé, un peu réchauffé par la vision de la vie grouillante autour de lui, celle des passants pressés et souriants, des vendeurs des stands ambulants, grillant des brochettes et de petits pains ronds, faisant frire des beignets et mousser du thé sucré à la cardamome. Comment pouvait-on rêver d'assassinat alors que le thé embaumait? Mais le fantôme revint cette nuit-là et la nuit d'après. Son visage était toujours tendre et ses yeux pleins d'amour criaient un message. La deuxième fois, Yashi suivit la silhouette de sa mère jusqu'au couloir, puis dans la cage d'escalier. Les marches conduisaient, comme Yashi le craignait, à la partie sud du laboratoire. Alors le fantôme s'évapora de nouveau et Yashi resta de longues minutes assis par terre sur le revêtement de plastique zébré. Le lendemain, à l'heure du déjeuner, le père de Yashi monta dans la cuisine. C'était plus qu'inhabituel. Il devait y avoir au moins 2 ans qu'il n'était pas venu partager un repas avec son fils. Yashi, qui se préparait un sandwich dans la cuisine, sursauta en entendant son pas, puis se figea en voyant son visage. Le nerf roi était livide. De grands cernes violets marquaient ses yeux et ses mains tremblaient. Il commença à parler en fixant Yashi, le regard hanté. Ça ne marche pas. Je veux que les canines répondent à nos pensées. Je les ai branchées sur tes ondes cérébrales, sur les miennes, mais ça ne marche pas. J'ai relié le système de fonctionnement du quartier à mon cerveau, et quand elles me répondront, tout sera là. Il ne vit pas le fantôme détourner la tête avec tristesse, puis s'évaporer dans un nuage argenté. Le lendemain, Yashi chercha et imprima les articles et les documents administratifs liés à la mort de sa mère. Tous concluaient à l'accident. Mais Yashi n'était pas convaincu. Les articles racontaient qu'une explosion avait eu lieu dans le laboratoire et que l'épouse du maire roi, gravement blessée, avait été écrasée sous une lourde plaque de métal. Son mari avait essayé de la dégager avec la hache de secours, mais il n'avait pas réussi. Et les services d'urgence, retardés par les embouteillages de la circulation aérienne, étaient arrivés trop tard. Tous les efforts pour ranimer la jeune femme avaient été vains. Une explosion, maugréa Yashi, en laissant tomber les articles sur son lit. Ça ne veut rien dire. Ils l'ont faite, leur enquête, ou quoi?
Hélas, il connaissait la vérité. Non, les autorités n'avaient pas fait de véritable enquête. Du moins, pas avec autant de zèle que si la mère de Yashi avait été l'épouse d'un citoyen normal. Mais elle ne l'était pas. Elle était l'épouse du maire roi, élu à vie, contre qui nulle faute, nulle erreur, nul crime ne pouvait être retenu. Au déjeuner, le lendemain, le père de Yashi monta de nouveau dans la cuisine. Cette fois, Yashi fut moins surpris. Il but son milkshake lentement, écoutant d'une oreille distraite le discours de son père. J'ai tout dans la tête, expliqua celui-ci, le même feu dévorant dans son regard. Tous les circuits, tous les systèmes, elle devrait répondre. Pourquoi me regarde-t-il comme si mon opinion était importante se demanda Yashi. On dirait vraiment qu'il essaie de me convaincre. Depuis quand ce que je pense compte-t-il pour lui? Il ne me parlait jamais auparavant. Est-ce qu'il se sent coupable? Un instant, une infime fraction de seconde, Yashi eut honte. Comment en était-il venu là? À soupçonner son père parce que celui-ci lui parlait. Je ne comprends pas, reprit le maire roi en regardant Yashi, comme s'il espérait que son fils lui donne des réponses. Les caninas devraient répondre. Elles devraient capter mes ondes cérébrales et... Tu l'as tué? Demanda Yashi d'une voix aussi neutre et froide que sa boisson. Le silence s'abattit dans la cuisine. Le père de Yashi octa, puis dévisagea son fils, livide. Il y eut un long silence. Yashi s'attendait à ce que son père lui demande de qui il parlait, mais la question ne vint pas. Oui, dit le maire roi soudain, la voix rauque. Oui, je l'ai tué. Ce soir-là, Yashi attendit le fantôme, ses yeux grands ouverts, fixant le plafond. Quand il entendit les pas de celui-ci glisser sur la moquette, il se leva, sans se demander comment un fantôme pouvait faire du bruit en glissant, sans s'interroger sur l'étrangeté de ses apparitions. Mais pardonnez à Yashi. Est-ce qu'on raisonne quand on a 11 ans et que son père vient d'avouer un horrible meurtre? Ensemble, ils descendirent l'escalier, l'enfant et sa mère, l'humain et le spectre, le réel et le souvenir. De nouveau, la mère de Yashi s'arrêta devant la porte du laboratoire. Cette fois, l'enfant continua son chemin. Il ouvrit la porte et entra. La pièce était déserte. L'éclairage, stérilisateur, donnait à l'endroit une atmosphère verdâtre, suggérant mort et trahison. Yashi se dirigea droit vers l'endroit où, d'après les articles, sa mère avait trouvé la mort. Il fouilla, vidant les tiroirs, jetant les instruments à terre, cherchant une preuve du forfait. Les éprouvettes cassèrent dans un bruit d'espoir brisé, et Yashi sentit les larmes lui couler sur les joues. Il aurait soudain voulu que Sam soit là, à ses côtés, pour le raisonner et lui dire d'arrêter. Mais Sam n'était pas là, bien sûr. Et quand Yashi se retourna, il découvrit son père qui se tenait sur le pas de la porte du laboratoire, attiré par le bruit. Yashi, mais que fais-tu? Souffla le maire roi ébahi. Tu l'as tué, cria le garçon, tremblant de haine. Quoi, Yashi, enfin, arrête! Le regard du père se posa sur le spectre. Ses yeux s'agrandirent de stupeur. Maria! Sa voix était rauque et tremblante. Il répéta comme s'il n'y croyait pas. Maria! Tu la vois? Cria Yashi épouvanté. Tu la vois? Répéta-t-il, comme si c'était la dernière preuve qu'il attendait. Ma mère hante son meurtrier. Yashi, qu'est-ce que tu racontes? Tu l'as assassiné, cria Yashi. Tu l'as dit. L'enfant se retourna désespéré. Ses yeux se posèrent alors sur la hache de secours accrochée à côté de l'extincteur. La hache mentionnée dans l'article. La hache avec laquelle son père n'avait soi-disant pas pu sauver sa mère. À moins que ce ne soit avec cette hache qu'il l'a tué, pensa-t-il, parce que tout s'embrouillait dans sa tête. L'explosion et le meurtre. Courant vers le mur, il arracha la hache et frappa le moniteur de l'ordinateur le plus proche. Puis il s'attaqua au suivant, et encore au suivant, détruisant les écrans et les fragiles circuits, les éprouvettes, les vitrines et les échantillons. Son père courut vers lui pour l'arrêter, alors Yashi courut lui aussi, mais dans l'autre direction, traversant le laboratoire pour arriver devant la porte qui donnait dans le sous-sol de l'aiguille. Un coup de hache sur les contrôles et la porte s'ouvrit. Derrière se trouvait l'ascenseur et le monte-charge. Yashi se jeta dans l'ascenseur et appuya sur le bouton du haut. SDQ. Système du quartier. Il eut juste le temps de voir le visage horrifié de son père avant que les portes ne se referment. Le trajet ne dura que quelques secondes. Les portes se rouvrirent et Yashi se retrouva dans la salle circulaire du SDQ. L'endroit était entièrement transparent. Même les panneaux de contrôle étaient translucides. C'était le père de Yashi qui les avait conçus, bien sûr, des années auparavant.
travaillant nuit et jour, ignorant sa famille. Un nouveau matériau étincelant, subtil, fragile. Yashi leva la hache. Un premier coup détruisit le panneau de contrôle de la circulation. Et dans le quartier, toutes les flèches holographiques s'éteignirent. Un deuxième coup frappa le panneau de l'éclairage public et les lumières de la zone ouest disparurent une à une. Yashi se rapprocha des contrôles du champ de force. Non, cria son père, qui venait de sortir du mont de charge. Non, répéta-t-il en voyant Yashi abattre son arme. Le tableau explosa dans un bruit cristallin, et quelque part dans le sous-sol, les 4 générateurs du champ de force se turent. Le vent s'engouffra dans le quartier tel une tornade. Non! Le père de Yashi courut vers le panneau, imaginant la destruction créée par la tornade, quand soudain, les 4 générateurs renaquirent à la vie. Ils n'avaient pourtant rien touché. Mon Dieu, subhanallah. Ça y est, pensa le maire roi. Enfin, les canines répondaient à ses pensées. Il les sentait évoluer. Il pouvait les contrôler sans passer par les ordinateurs, les claviers et les boutons. D'une impulsion mentale, le maire roi alluma la zone ouest, rétablit la circulation. Mais Yashi frappait, encore et encore, d'autres systèmes de contrôle également liés au champ de force, et son père avait du mal à suivre. Le champ clignota, le vent s'engouffra autour de l'aiguille, faisant trembler la tour et frissonner les vitres, qui n'étaient pas prévues pour une telle tension. Arrête, Yashi, criait le maire roi, essayant de couvrir le bruit de l'air hurlant. Je n'ai pas assassiné ta mère. Le garçon se tourna vers lui, l'arme à la main, le regard fou. Nous travaillions tellement, ajouta-t-il, un sanglot dans la voix. Maria aurait voulu que nous nous arrêtions, que nous prenions des vacances, mais je repoussais toujours la date, et elle était si fatiguée. Elle a fait une terrible erreur. L'explosion a suivi. Yashi et son père échangèrent un long regard. Autour de la tour, le vent baissa. Mentalement, le maire roi réparait ce que son fils avait détruit, réglait la puissance, rétablissait l'équilibre. Ce genre d'accident n'arrivera plus, ajouta-t-il doucement. Il porta la main à son front. J'y ai consacré ma vie, et ça y est, j'ai enfin réussi. Les canines répondent aux ondes mentales. Les secours ne seront plus en retard. Les urgences seront mieux traitées. Des morts telles que celles de ta mère n'arriveront plus, je te le promets. Je ne te crois pas, dit Yashi d'une voix de glace. Et d'un coup de hache, il brisa la paroi transparente qui les séparait du vide. Avec un cri d'horreur, le père se jeta en avant, saisissant la main de Yashi juste avant que la dépression ne le happe, ne précipite son petit corps de 11 ans dans l'abîme. Yashi gémit de peur. Son père le tira vers lui de toutes ses forces pour le faire revenir à l'intérieur. Yashi était sauvé, mais un tremblement plus fort encore fit frissonner le gratte-ciel, et ce fut au tour du maire roi de glisser, et malgré les cris de son fils, il passa par la brèche, ne se rattrapant que d'une main à un morceau de la paroi transparente. Papa, cria Yashi, des sanglots dans la voix car la peur de mourir l'avait sorti de son délire. Son père, accroché par une seule main, pendait dans le vide. Yashi tenta de lui venir en aide, sans succès. Trop petit, il n'avait pas la force de lutter contre le vent. La paroi à laquelle se retenait son père allait bientôt casser. Elles m'entendent maintenant, souffla le maire roi, alors qu'il se balançait au-dessus de son quartier, son esprit revenant sur les caninas. Elles m'entendent. Nous t'avons toujours entendu, dit une voix douce à son oreille. Le fantôme de Maria flottait derrière le maire roi, dans le vide, mais il était tangible, réel. Des bras féminins le soulevèrent, le transportèrent à l'intérieur, en sécurité, près de son fils. Yashi le serra dans ses bras, et le père et le fils restèrent là, immobiles, à pleurer doucement. Vous aviez réussi dès le premier instant, mère, fit la voix tendre du fantôme de Maria, qui se tenait debout près d'eux. Nous, les caninas, nous avions capté vos ondes cérébrales et celles de Yashi. Nous avons répondu à vos désirs. Nous avons lu dans vos rêves. Nous avons tenté de lui dire de descendre vous voir, de se rapprocher de vous, mais il n'a pas compris. Alors, vous n'êtes pas ma mère, octa Yashi, secoué par les sanglots. Vous n'existez pas vraiment. Vous n'avez pas d'âme. J'ai l'âme que tu m'as donnée, mon fils, souffla Maria. Elle se pencha vers le maire roi et lui baisa doucement le front. Je te pardonne, mon mari, ajouta-t-elle. Puis les milliards de nanorobots qui la composaient s'évanouirent dans les airs et disparurent pour toujours dans des volutes de brouillard argenté. En bas, dans la rue, Sam s'immobilisa, posa avec précaution la lourde caisse de conserve destinée à la cuisine, et se protégeant les yeux d'un geste presque oublié,
Il tourna son regard vers le ciel pour voir enfin se lever le soleil.